si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si Maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Merci pour toutes vos belles énergies, vos commentaires, vos tweets que je ne cesse de voir tous les jours et qui me motivent, mon équipe et moi, à continuer, en tout cas à nous donner à fond. Pour rappel, vous pouvez soutenir le podcast sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche Si Maman m'avait dit. Mais pas de panique, je partagerai le lien direct dans la présentation. Je profite aussi pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes, Google, Spotify, Apple ou encore la plateforme Encore. Aujourd'hui, mon invité est Chantal. Et je suis contente parce que Chantal est une abonnée qui a écouté le podcast, une auditrice, et qui a souhaité participer à cette édition. Je tiens à préciser que c'est un des épisodes que j'ai tourné à Paris. Bonsoir Chantal. Bonsoir Diane Audrey. Comment tu vas? Je vais très bien. Stressée? Beaucoup. C'est pas facile de parler de soi. Oui. Mais bon, comme tu as écouté, les gens sont généralement à l'aise et il n'y a pas de pression, tu prends ton temps. D'accord. On a la chance d'avoir des auditeurs et des auditrices très ouverts, très zen. Et je pense que là, derrière, ils sont en mode « Qu'est-ce que Chantal va nous raconter ?» Alors Chantal, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? J'aurais aimé que ma maman me dise que ce n'est pas parce qu'un homme remplit tous les critères sur le papier, tous les critères qu'on a dans la tête, que notre mariage sera heureux. Ah, alors, qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu compte de ça et à quel moment de ta vie tu t'es rendu compte de ce que tu viens de partager avec nous? Je me suis rendu compte, on va dire, assez tôt dans les premières années de mon mariage. C'était quelque chose, un ressentiment qui était en moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Au fur et à mesure, c'est précisé, au fur et à mesure que je prenais de la maturité et que je réfléchissais sur mon mariage, sur mon bien-être, surtout sur mon bien-être, et que j'ai commencé à faire fi des considérations de la société, de la famille, de l'image parfaite, du couple parfait, de la famille parfaite, que j'ai vraiment compris qu'il faut s'écouter d'abord soi-même, écouter son bonheur. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 39 ans. Et tu t'es mariée à quel âge? Je me suis mariée à l'âge de 24 ans. D'accord. Et tu as rencontré ton compagnon? J'ai rencontré mon compagnon, je devais fêter mes 22 ans. D'accord. Il a 1 an de plus que moi, donc on s'est rencontrés très jeunes. J'avais 21 ans et quelques, je devais fêter mes 22 ans et lui pareil, 1 an de plus que moi, donc il va avoir 22 ans, 23 ans quoi. Et quand tu l'as rencontré, tu t'es dit c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce qui a fait en tout cas que la jeune fille de 22 ans que tu étais, est-ce que tu peux déjà nous décrire? Bon, moi je suis médecin et en ce moment-là, j'avais commencé mes études de médecine en Afrique de l'Ouest. J'étais dans une période, quand je l'ai rencontré, je suis dans une période de fragilité émotionnelle, de recherche spirituelle. Et j'avais vécu beaucoup de déceptions, dont une particulièrement qui m'avait beaucoup déstabilisée et j'avais perdu un peu confiance en moi et aux hommes, en particulier aux hommes camerounais. Je ne voulais plus avoir affaire aux hommes camerounais, j'avais été pas mal déçue. À 22 ans déjà? À 22 ans déjà. Et je suis quelqu'un d'entière, donc généralement quand je suis dans une relation, je me donne à fond. Et cette relation-là, j'y croyais à fond. Et ça m'a beaucoup déstabilisée. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous partager? Et c'est cette relation qui t'a mis dans une posture, une position d'une personne émotionnellement instable? Oui. D'accord. C'était une relation où je m'étais engagée, j'avais 19 ans quand je l'ai rencontré. Et pour moi, j'avais rencontré l'homme de ma vie en fait. Ce qui m'importait maintenant, c'était de faire mes études. J'avais plus tout ma tête et toute mon énergie. C'était sur mes études parce que je savais que sur le plan sentimental, j'avais ce que je cherchais. Je me sentais épanouie dans cette relation avec un homme qui correspondait à tous les critères. Et en plus, j'avais de l'amour. J'étais vraiment très amoureuse.
On va dire, c'était un amour vraiment passionnel. Un amour passionnel où je m'oubliais moi-même. Et dans cette relation, j'ai eu l'infidélité qui m'a beaucoup perturbée. Je ne pouvais pas imaginer un jour qu'il puisse me mentir. C'était quelque chose qui était complètement hors de ma sphère, en fait. Moi, je pensais qu'on était tellement fusionnels, complices, qu'il ne pouvait même pas regarder notre femme. J'avais 19 ans aussi. Hein. Et quand ça s'est passé, il m'a trompée. La fin de cette relation est né un enfant. Je l'ai su de manière un peu accidentelle, même très accidentelle, parce qu'il ne pouvait pas me le dire. Je me suis sentie trahie. Même là, je n'ai pas abandonné. Je me suis dit, bon, quand on aime, il y a des obstacles. Et ça, c'est un obstacle. J'étais prête à continuer notre relation, mais lui, il est rentré au Cameroun. Et à son retour au Cameroun, la relation n'était plus ça, il était fuyant, toutes celles qui s'accrochaient. Moi, je voulais qu'on rencontre nos familles, mais pas forcément pour des trucs officiels, parce que je savais bien que ça n'allait pas se passer comme ça du jour au lendemain. En plus, on n'était pas de la même ethnie, donc dans ma famille comme dans sa famille, ils trouvaient ça un peu bizarre. Mon père, il n'était pas trop chaud. Donc du coup, lui il était fuyant et ça s'est passé comme ça. Je peux dire, j'ai senti que j'étais seule dans la relation en fait. Au fur et à mesure, j'ai senti que j'étais seule et c'est comme ça que ça s'est passé. On a arrêté la relation. Moi, j'ai continué mes études, mais j'avais du mal après avoir confiance en un homme en fait. J'avais du mal de donner ma confiance à un homme. J'avais un sentiment d'insécurité à chaque fois que j'étais dans une relation. J'avais besoin de garanties, j'avais besoin de beaucoup d'assurance. Je pense que je l'ai toujours gardé jusqu'à présent, mais de manière un peu moins aiguë. Et c'est dans ce contexte-là qu'à 22 ans, je rencontre celui qui va devenir mon mari. Et lui, il était aussi jeune que moi. Lui, il est français. Il était la première fois qu'il venait en Afrique, en fait. Et il était venu aussi à cause d'une relation amoureuse. Il suivait sa copine de l'époque, qui était, comment on appelle ça, c'est une sorte de coopérant. Voilà, elle était une sorte de coopérant. Et il la suivait parce qu'il venait de finir ses études d'ingénieur en France. Il avait travaillé dans une start-up. Mais il s'ennuyait. Le programme métro boulot dodo, ça l'enchantait pas. Et donc, comme sa copine était en Afrique, il a décidé, en se disant, mais pourquoi pas, je suis jeune, j'ai besoin d'aventure. Et puis, c'est quelqu'un qui est pas... il est très ouvert. Donc, c'est comme ça qu'on se rencontre. En Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Dans ces coins-là. On se rencontre comme ça. Et moi, je suis de culture protestante. Et en ce moment-là, avec tous ces chamboulements en moi, de recherche de moi-même, de spiritualité, je commence à aller beaucoup à l'église. Je deviens membre du groupe des jeunes de l'église. À côté de ça, je fais des études bibliques le week-end avec une missionnaire française. Et donc, lui, il arrive en ce moment-là. Et lui aussi, il est famille protestante française depuis l'époque de Louis XIV. C'est une vraie famille protestante avec une foi protestante et une culture protestante qui continue à cultiver dans sa famille. Donc, c'est comme ça qu'on se rencontre au groupe des jeunes de notre paroisse. Évidemment, dans le groupe des jeunes de la paroisse, il est le seul blanc. Et... très calme, c'est quelqu'un de très discret, très calme, il est toujours. Et on devient amis, on va dire. Moi, je suis d'un caractère un peu plus exubérant, plus calme. Je me dis que c'est plutôt moi qui l'ai approché en lui disant voilà, j'aimerais que tu m'aides, parce que je m'occupais aussi des enfants de l'école du dimanche. Je lui ai demandé si ça l'intéressait de le faire avec moi. Il a dit, je me rappelle ce jour-là, il a bégayé, il était tout rouge. Il m'a dit oui. Et un dimanche, on a fini l'école du dimanche. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Et il m'a dit qu'il faisait rien de particulier, qu'il venait de rompre avec sa copine et qu'il était un peu malheureux parce qu'il ne savait pas s'il devait rentrer en France ou rester en Afrique, mais qu'il sentait que sa place était en Afrique, qu'il ne voyait pas trop ce qu'il allait faire en France et que son nouveau job qu'il venait d'avoir dans une ONG lui plaisait vraiment. Et je lui ai dit mais viens chez moi.
je vais préparer un déjeuner. Tu es seule, tu vas pas passer le dimanche après-midi tout seul. On est rentré chez moi et j'ai fait des frites de banane plantain avec une omelette où j'ai mis beaucoup de persil. Et donc, du coup, c'est devenu l'omelette aux herbes. Il appelait ça l'omelette. On m'a dit que je l'ai un peu séduite avec l'omelette aux herbes. Et c'est comme ça que notre relation a commencé. Ce qui m'a beaucoup fascinée chez lui dès le départ, c'est ce que je ne retrouvais pas dans les autres aussi, que j'ai les présentes relations que j'avais eues. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il attendait de la vie. Il n'avait même pas 23 ans. J'étais obnubilée par ça. Quelqu'un qui, je veux ça, je veux faire ça, je ne veux pas faire ça. Il était... Et du coup, je me suis sentie en sécurité. En ce moment-là, j'avais besoin de sécurité. Je me suis sentie vraiment en sécurité. Il était, même dans l'intimité, il était même plus timide que moi, on va dire. Il n'était pas pressé de faire certaines choses. Il voulait prendre son temps pour tout. Ce qui n'est pas beaucoup le cas de nos garçons, on va dire, qui sont toujours pressés dès le premier jour. S'ils peuvent conclure, ils vont conclure. Lui, c'était pas ça. Il était très réservé. Il est toujours d'ailleurs timide, pas pressé, mais il savait exactement ce qu'il voulait. Et ce qui m'avait aussi beaucoup... J'étais vraiment admirative de lui. Il faisait des projets avec des femmes dans les villages. Et il dormait sur place dans des tentes, il bouffait n'importe quoi. Je suis là, même moi, je suis africaine, mais moi, même ces conditions-là, je ne peux pas vivre, quoi. Je voyais un Parisien qui a toujours vécu à Paris, d'une bonne famille parisienne, qui se retrouve à Tataouine, en train de dormir n'importe où, manger n'importe quoi. J'étais en admiration, quoi. Et qui ne se plaignait pas, qui trouvait que c'était trop cool ce qu'il faisait, qu'il avait de la chance de faire ce qu'il faisait, qu'il avait la chance de m'avoir trouvée. Et on a commencé notre relation comme ça et ça allait très très vite. La même année, nous sommes allés au Cameroun voir mes parents, rencontrer ma famille, parce que pour lui c'était très 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 important de rencontrer ma famille, de voir où j'ai grandi, de connaître un peu mon univers, parce que moi je suis née au Cameroun, je suis partie du Cameroun à 17 ans, 18 ans, donc j'avais quand même un bon background camerounais. Et il voulait savoir, je lui parlais du Cameroun tout le temps, donc il voulait savoir c'était quoi le Cameroun, c'est quoi la région de l'Ouest Cameroun dont je suis originaire. Je lui parlais des montagnes du Cameroun, lui me parlait des montagnes des Cévennes dont sont originaires sa famille, donc il faisait une analogie. D'ailleurs, le premier cadeau qu'il a offert à mes parents, c'était un livre sur les Cévennes. Enfin, moi aussi, je viens d'un peuple de montagne. Et ça s'est très bien passé quand il est arrivé au Cameroun avec ma mère, avec mon père pas du tout, avec ma mère très bien. Et ma mère m'a dit, devant lui d'ailleurs, il faut que je trouve les mots, les vrais mots, les mots justes. Elle m'a dit, toi de toute façon, tu es instable. Elle parlait de moi, hein. Moi sa fille. Toi tu es instable, je te connais, tu peux changer du jour au lendemain. Mais je vois ce garçon depuis qu'il est arrivé, puisqu'on logeait chez mes parents, je vois depuis qu'il est arrivé, c'est un garçon tranquille, très stable. C'est celui qu'il te faut. Il te faut. Si tu le laisses passer, tu vas regretter toute ta vie. Et elle se retourne vers lui, elle lui dit, si un jour il y a une rupture entre vous deux, sache que ça ne vient pas de moi. Parce que moi, je t'ai déjà adopté, je t'ai déjà accepté. Et je sais que c'est un homme comme toi qu'il faut pour ma fille. Donc, quand la maman dit ça, mon père, lui, il était beaucoup plus... bon, c'était un papa, je suis sa fille aînée. Il trouvait que j'étais trop jeune pour m'engager dans une relation assez sérieuse. Lui, il voulait juste que je fasse mes études. J'avais l'impression qu'il me regardait encore comme la petite fille de 3 ans qui l'accompagnait à l'école, à son premier jour à l'école maternelle. Il n'avait pas l'impression que j'avais grandi. Il a eu du mal à accepter que je sois dans une relation sérieuse, parce qu'on parlait de mariage et tout, c'était très sérieux. Alors j'ai une question, oui. Avant de continuer. Ton père te voir en tant que petite. Alors ton père qui avait peur pour l'autre garçon qui était d'une autre ethnie n'a pas eu peur de voir un blanc français? Oui, mon père, on dirait pas, il était méfiant, parce que dans le chemin que mes parents avaient, surtout mon père, je pense, avait dans sa tête, quand il m'a envoyé faire des études en Afrique de l'Ouest, c'était tu finis tes études, tu te spécialises, tu viens, tu ouvres ta clinique au Cameroun, tu te maries avec un mec de bonne famille, bien sûr, vous connectez quoi. Tu as ta clinique, là son job, faites des enfants et voilà. Il n'avait pas le programme que
que j'allais me retrouver par Mont et par Vaux. Donc pour lui, c'était un peu le programme qu'il avait choisi pour moi qui tombait à l'eau. Mais il y avait déjà ça, il fallait qu'il fasse ce deuil-là. Le deuil de cette vie qu'il avait prévue pour moi. Le deuil aussi de se dire, parce que mon père, il avait peur qu'en me mariant avec un occidental, on va dire un français, je perds de notre culture et qu'il ne voit pas ses petits-enfants. C'est toujours ça, mes petits-enfants ne vont pas savoir qu'ils sont camerounais, mes petits-enfants ne vont pas savoir qu'ils sont bamilégués, ils viendront pas au village, machin. Il avait toujours peur. Ça, c'est une garantie, même le jour de la dot, que mon mari et sa famille lui ont donné. C'était une garantie qu'ils lui ont donnée solennellement devant toute la famille. Les enfants viendront, ils viendront au Cameroun régulièrement, on prête serment, on fera tout, ils vous connaîtront. Voilà, c'était quelque chose pour lui qui était... il avait vraiment à cœur qu'on puisse... de la transmission, en fait. Il avait... je pense qu'il a eu beaucoup peur de ça. Beaucoup peur de la transmission. Mon père n'est pas très bavard, il parle pas beaucoup, mais il me l'a dit d'une certaine façon qu'il n'était pas trop pour ce mariage à cause de ça. On m'a dit que c'est ma mère qui a joué... ma mère l'a convaincue, parce qu'après mon séjour au Cameroun, j'ai quand même fait 6 mois sans vraiment parler à mon père. Il était un peu fâché, on va dire, même beaucoup fâché. Il avait l'impression d'avoir été mis sur faire accompli. Un peu. Parce que je ne lui ai pas dit que je venais avec mon petit copain, je lui ai dit que je venais avec un ami, donc il s'est rendu compte. Je ne pouvais pas lui dire que je venais avec un petit copain comme ça, là. Je pense qu'on ne serait jamais arrivé à l'aéroport de Douala. Et on a un peu mis... Et c'était lui le dernier dans la famille à être au courant. Tous mes frères et soeurs étaient au courant, ma mère évidemment était au courant, donc il s'est rendu compte en fait qu'il était le dernier et qu'on l'a mis devant les faits accomplis. Il a eu un peu de mal à l'accepter. Donc, mais quand il a accepté, il a accepté sa venue dans la famille, il a discuté avec ses parents. Mon père l'a franchement bien vécu, il a bien aimé. Ce qui était important pour lui, c'était cette foi chrétienne-là. Ses parents sont des protestants croyants, donc... et pratiquants aussi. Et pratiquants. Ses parents sont très pratiquants, surtout son père. Et donc, ça a vraiment encore été un plus dans ma famille. Que ce soit pour ma mère ou pour mon père. Ils se sont dit, voilà, même si ce n'est pas qu'on avait imaginé, c'est quand même un enfant qui vient d'une bonne famille, qui a été bien éduqué, qui a fait des bonnes études, qui a un bon background spirituel. Donc, voilà. C'est tout ce que tu viens de lister qui faisait de lui la bonne personne. Exactement. Alors, et ça, c'est la bonne personne. Parce que tu as dit, tu as 39 ans, vous êtes mis ensemble il y a 17 ans. Est-ce que tu peux nous partager ces 17 ans d'histoire? Ces 17 ans d'histoire, on se marie, comme classiquement. On se marie déjà au Cameroun, puis en France. Et quand on vient se marier en France, en fait, c'est pas pour rester en France. On vient juste se marier en France, on est reparti en Afrique, en fait. Dans notre projet de vie, il va faire ses trucs d'expatrié dans les ONG. Moi, je vais travailler, je vais le suivre. Et quand on arrive en France, la mission qu'il avait, on lui dit non, tu n'as plus de fonds en fait. Il n'y a plus de fonds, tu ne peux plus rentrer. Donc on se retrouve bloqué là. Et donc, j'ai ma première fille, je dois refaire des équivalences pour continuer mes études. Je les passe sans problème. J'intègre la faculté de médecine en France, il n'y a pas de souci. Mais comment je vais expliquer ça? Déjà, au début, j'ai eu beaucoup de problèmes de culture, on m'a dit. J'ai eu un choc culturel en arrivant quand même. C'est très différent de ce que je connaissais. Il a toujours été présent, mais il ne pouvait pas comprendre certaines choses. Moi, j'ai commencé à avoir affaire au racisme, même à l'hôpital ou à la fac. C'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Je ne savais pas ce que c'était. Ça se matérialisait comment? Ça s'est matérialisé par des moqueries. Quand je suis arrivée à la fac de médecine, j'avais encore mon bon accent du pays, quoi. J'étais la bonne africaine. Mes camarades se moquaient de mon accent, sans se cacher d'ailleurs. Et c'était très compliqué parce que c'est quelque chose qui est quand même difficile à accepter. Lui, il comprenait pas. Il comprenait. Je ne vais pas dire qu'il ne comprenait pas, mais il traitait ça avec... Il minimisait. Oui, parce que... Oui, il me dit, ouais, tu t'en fous, t'en as rien à battre,
tu continues ta vie. Mais quelque part, pour moi, c'était blessant. À l'hôpital, j'ai connu... oui, tous les Noirs sont nonchalants, on a 2 tensions, quelle est la spécialité que tu veux faire, parce qu'il faut que tu choisisses bien ta spécialité, parce que chez toi, on a quand même besoin de beaucoup de médecins. Oui, vous les Noirs, vous êtes jamais stressés, les Africains sont comme si, les femmes africaines, de toute façon... elles accouchent pour avoir les allocations familiales. Ah, mais toi, tu as déjà un enfant. Ah oui, mais tu vas pas te mettre en fait 6 comme tes sœurs. Ouais, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup, quoi. Et ça, c'est des choses qui m'ont quand même blessée. Et lui, il était un peu en retrait. En me disant, oui, tu es intelligente, t'en as rien à battre. Mais aujourd'hui, je comprends parce que... il peut pas comprendre ces micro-agressions là au quotidien. Non. Quand il est un homme blanc dans une société dominante de blancs. Et quand on est une femme noire dans un milieu où on n'est pas attendu. On n'est pas attendu dans ce genre de métier. Donc quand on arrive là, on est vraiment le cheveu sous la soupe. Et autre chose, c'est que il a une éducation quand même particulière. C'est un milieu assez bourgeois, avec des principes, beaucoup de règles. Et moi, je viens d'une famille camerounaise moyenne, basique, où à la maison, on crie quand quelqu'un à l'autre bout du couloir, là-bas, on appelle là-bas. Une maison qui vit, quoi, comme on le connaît au Cameroun. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de... Et j'entre dans cette famille-là qui m'accueille bien, hein. Il n'y a pas de soucis. Ses frères et sœurs, ses parents ont toujours été très, 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 très bien avec moi, mais avec énormément de règles. Et je ne me sens pas à ma place, en fait. J'ai l'impression d'être à la place de quelqu'un d'autre. Et lui, il ne me comprend pas. Il me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Tu es à la place. Je dis, mais oui, mais c'est pas mon... Je suis pas à ma place, en fait. Je suis pas à ma place. Il m'apporte la sécurité, l'assurance. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Il est toujours là, même jusqu'à aujourd'hui. J'ai mon pneu qui est crevé, la première personne à qui je vais penser, c'est à lui. Je vais l'appeler. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Mais je pense que c'est que je n'avais pas mesuré à l'âge de 22 ans, c'est que un mariage, ça se bâtit sur un amour très fort. Et je n'avais pas mesuré ça. Comment ça un amour très fort? Il y a des gens qui disent que l'amour vient avec le temps. Je n'y crois pas. Je pense peut-être pour certaines personnes, mais pas pour moi. Moi, je pense que... Je n'ai pas dit que je ne l'aimais pas, mais avec le recul, je pense que je l'aimais pour ce qu'il me donnait, ou pour ce qu'il m'apportait. Je l'aimais pour ce qu'il m'apportait. Il est venu dans une période de ma vie où j'étais très fragile. Il m'a apporté de l'assurance, de la sécurité. J'avais toujours... En ce moment, j'avais un dicton qui restait pour moi toujours. C'était un homme est ce qu'il dit. Donc, ça veut dire il fait ce qu'il dit. Et s'il ne fait pas ce qu'il dit, c'est pas un homme. Lui, s'il me disait je vais faire A, il fait A. Et moi, ça me rassurait. Je n'avais pas à me poser des questions sur est-ce que ce qu'il a dit, c'est vraiment ça? Est-ce que s'il me dit qu'il a fait ça, c'est vraiment ça? Il faisait ce qu'il disait et il disait ce qu'il faisait. Et ça me rassurait énormément parce que c'est des choses que je n'avais pas eues dans les autres relations et qui m'avaient minée, qui m'avaient vraiment minée. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui était tout à fait clean, quoi. Donc, du coup, j'étais dans une sécurité, une assurance et je pense que je l'ai aimé pour ça. Je l'ai aimé pour ça, pour ce qu'il représentait, mais je ne l'ai pas aimé, je sais pas, moi je n'ai pas l'impression que je l'ai aimé pour une longue vie de couple en fait. À quel moment tu as commencé à avoir des doutes? À quel moment tu as commencé à te dire mince, j'aurais peut-être pas dû me marier? Quand Mathilde est née, elle avait 2 ans. 2 ans, oui, 1 an et demi, 2 ans. Il y a eu un déclic, il y a eu un moment? Je peux pas dire qu'il y a vraiment eu un déclic particulier, mais je le ressentais déjà. Et voilà. Et j'ai commencé à le lui dire en fait. Que je pense qu'on n'aurait pas dû se marier, on n'aurait peut-être pas dû. Et lui, il mettait ça sur le compte du manque de confiance en moi, de stress, d'autres choses. Et puis, quand j'essayais de verbaliser auprès de ma famille, de ma mère, par exemple, elle me disait mais bon, de quoi tu te plains? Ou bien de mes copines, elle me disait, mais de quoi tu te plains? Il te donne tout ce que tu veux, il te surveille pas. C'est vrai que je fais ce que je veux. Il me surveille pas. Si je décide d'aller, si aujourd'hui je décide de prendre un billet d'avion pour aller au bout du monde, il va me dire, ah, ok. Donc comment on fait pour garder les enfants? Ok. Mais tu veux que je t'aide à chercher ton billet?
ok, c'est pas celui qui va m'empêcher de faire ce que je veux. Tant que ça me rend heureuse, il est content. Mais même là, toutes mes copines étaient en mode, mais t'as un mec qui est complètement, il est gentil, il est cool, il t'embête pas. Et pourquoi tu te plains? À un moment, je commençais à culpabiliser moi-même en me disant, peut-être je demande trop, peut-être je suis pas, c'est peut-être moi qui suis pas bien. Il y a un problème avec moi-même. J'ai beaucoup culpabilisé d'abord moi-même. Mais c'est pas possible que tout le monde me dit qu'il est bien et que je n'ai rien. Je dois être heureuse en fait. Tout le monde me disait, mais tu dois être heureuse. Il y a rien pour que tu sois pas heureuse. Tu as des enfants qui sont en bonne santé, tu as un super boulot, tu as un mari qui t'embête pas, tu as plutôt une belle vie. Qu'est-ce qui te dérange? Et je n'arrivais même pas à verbaliser en fait ce qui me dérangeait. Je disais juste, je ne me sens pas à ma place en fait. Donc, qu'est-ce qui te dérangeait? Qu'est-ce qui te dérangeait? Est-ce que tu as fini par trouver la réponse à ta question? Ce qui me dérangeait, c'est que je pense que je l'aimais pas comme il se devait en fait. Et j'étais Est-ce qu'on peut aimer... Comment ça? Est-ce qu'on peut aimer un peu... Ou bien... Comment... Oui. Est-ce qu'on aime ou on n'aime pas? Ou est-ce qu'on peut aimer un peu? Comment... Parce que, je sais pas, quand tu dis je ne l'aimais pas comme il se devait. J'étais pas folle amoureuse de lui. Il me manquait pas quand il était pas là. Au bout de quand le premier enfant a eu 2 ans, tu le sentais déjà? Même avant, oui. Même avant? Oui. Il manquait pas quand il était pas là parce qu'entre-temps, il a trouvé un poste dans un pays frontalier. Et il n'était pas là toute la semaine, il revenait le week-end. Mais quand il partait, il n'était pas toute la semaine. Moi, j'ai géré ma vie tranquille, il me manquait pas. Il m'appelait, il m'appelait pas. Et c'est là où tu as commencé à te poser des questions? Oui, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions parce que ce n'était pas quelque chose que j'avais avant. Je suis très entière dans mes relations. J'aime être en même temps très fusionnelle avec mes partenaires. Je veux savoir ce qu'ils font tout le temps. Je vais tout le temps vouloir être en communication avec eux. Mais avec lui, je ne ressentais pas ce besoin. Il était là, j'étais contente, il n'était pas là. Ça ne changeait rien à ma vie. Mais quand il était là, tu étais quand même content? Oui, j'étais quand même contente parce qu'il est agréable. C'est un bon père, c'est pas quelqu'un de méchant, donc j'étais quand même contente qu'il travaille quelqu'un. Mais j'étais pas amoureuse comme on peut l'imaginer. Alors comment on tient durant toutes ces années, en sachant déjà ça? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent s'en rendre compte au bout de 10 ans, ils ont une sorte de boom, ou 15 ans, une sorte de flash. Mais toi, tu semblais déjà en être plus ou moins consciente, plus 15 ans auparavant. Comment on fait pour vivre avec ça jusqu'à aujourd'hui? Déjà, on essaie de se dire, je suis pas la plus malheureuse du monde. Il y a d'autres gens qui ont plus de problèmes que moi. Moi, je vais pas me plaindre de ça. Et, moi, je me disais, chacun a sa croix. Moi, c'est la mienne. Et il y a des femmes dans des couples, elles sont battues, d'autres sont trompées, d'autres sont machin. Moi, c'est juste ça, c'est pas très grave, quoi. Je vais pas me miner pour ça. Donc, j'ai commencé... Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, je me suis dit... Pas que je me suis dit, en fait, j'ai commencé à avoir des relations extra-conjugales. Je sais pas, je peux pas vous expliquer comment, pourquoi, mais je me sentais vivre, en fait, dans ces relations extra-conjugales. Je me sentais... C'est la passion, peut-être, que tu recherchais? Oui. Ça, oui. Parce que dès lors qu'on recherche la fusion constante, c'est qu'on a besoin un peu de tout feu, tout flamme. Exactement. Et j'ai commencé à avoir ces relations-là qui étaient plutôt... Je n'enchaînais pas, c'était plutôt des relations qui étaient assez stables. Et... Donc, c'était pas des relations platoniques, c'était vraiment des relations continues? Oui. Des relations qui ont duré sur 2 ans, 3 ans. Même personne. Et, mais c'était très clair dans ma tête que c'était pas des trucs qui allaient aller jusqu'à la rupture de mon couple. En fait, dans ma tête... 2 ans, 3 ans, hein, quand même. Oui, en fait, dans ma tête, j'avais mon couple, ma famille, qui était la représentation de la famille parfaite, puisqu'on a 2 enfants. Lui, il est ingénieur, moi, je suis médecin, donc on avait... oui, la bonne famille, la bonne photo de famille. Voilà, bien, 2 enfants en bonne santé, qui sont des petites filles mignonnes. Et donc ça, je le distinguais bien. Dans ma tête, il y avait une séparation. Ça, c'était la séparation. Et de l'autre côté, j'avais mon autre vie. Et d'ailleurs, j'interdisais qu'on m'appelle quand je suis rentrée à la maison. Donc, au-delà de 18 à 19, plus d'appels, peu de messages.
C'est ma vie de famille maintenant qui commence. Donc, je mettais vraiment une barrière. Pendant un certain temps, j'ai été équilibrée comme ça. J'étais équilibrée comme ça. Avant d'arriver à l'après-équilibre, comment ça se passe la première fois que tu rends compte que tu as une relation extra-conjugale? Avec qui, entre guillemets, sans avoir le nom de la personne, mais avec qui, dans quel contexte, dans quel cadre? Est-ce que tu as peur? Comment tu te sens? Est-ce que l'excitation de la nouveauté fait que tu es motivé, donc tu t'en fous un peu? Comment tu te sens? La première fois, c'était... je ne suis pas très fière non plus, hein. Mais bon. Mais c'est arrivé, j'en suis pas fière. C'était avec le mari d'une copine. Voilà. Mon Dieu. Ah non, oui, je suis pas fière. Ouais, c'était le mari d'une copine. Et on va dire que c'est lui qui m'a un peu cherché. Oui, c'est lui-même qui m'a beaucoup cherché. Et il m'a convaincue, en fait. Quand t'es dans quand t'es même dans un environnement optimal pour pouvoir le faire. Parce que sa femme n'allait jamais soupçonner. Et elle a soupçonné? Bon, non, je crois pas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de retour. Donc, je crois qu'elle n'a jamais soupçonné. Vous êtes toujours copine? Oui. Ah, c'est fini depuis longtemps? Oui. Ah. Même s'il aimerait que ça recommence, mais moi, je lui ai dit non. Et donc, oui, donc, comment ça se passe? Comment ça se passe? Donc, c'est quoi l'idée? C'est de se dire, on est tous les deux en couple. Chacun veut préserver ses intérêts. Donc, comme on dit au Cameroun, bête on se tamponne. Exactement ça. Donc, oui, on se voyait de manière assez régulière. Et on avait une bonne complicité. En dehors du fait qu'il y ait une relation physique, on avait une bonne complicité par ailleurs. Et c'est vrai que c'est terrible ce qu'on arrive à faire dans certains moments de la vie. Hein. C'est vraiment terrible. Souvent, on déjeunait même à 4, pour vous dire. C'est vraiment terrible ce qu'on arrive à faire à certains moments de la vie. Et vous mangez tous les deux, vous saviez, mais naturellement, les autres ne savaient pas. Tiens, Audrey, le regard, je suis embêtée. Oui. Oui, non, mais bon, je veux dire, que puis-je dire? Je ne suis là que pour écouter. Non, j'ai pas de jugement. Parce que, en fait, à la fin de la journée, je ne peux pas être à ta place. Et puis, je pense que, bon, il y a des situations... Je le vivais pas mal en plus. Hein. Ce qui est terrible, ce qui est encore plus terrible, c'est qu'à l'époque, je le vivais pas mal. Je n'avais pas de sentiment de culpabilité. Mais est-ce que c'était une amie ou c'était une copine comme ça? C'était une copine comme ça. On n'était pas vraiment... on n'était pas proche plus que ça. On va dire que j'étais même plus amie avec son mec qu'avec elle. Ben voilà. Et ça a duré combien de temps? Plus d'1 an. Pourquoi vous avez arrêté? Parce que c'est moi qui ai décidé. Pourquoi? Oh là là. Parce qu'entre-temps, je vais au Cameroun et je tombe sur un de mes ex. Le fameux ex qui m'avait perturbée et avec qui c'était un peu arrêté comme ça en dents de scie. Et puis, et je retombe sur lui. Et quand je retombe sur lui, il y a tout qui revient, quoi. Et là, je me dis non, je peux plus continuer comme avec l'autre, parce que c'est pas possible. Je vous dis, je suis très entière. Même dans le péché, je suis entière. Donc, non, donc tu retrouves cet texte, oui. Et c'est juste évident. Et c'est les sentiments, oui. tout renaît. Tout renaît. Donc là, tu dis à l'autre, pause. Non, mais pause. Stop, c'est fini. Stop, c'est fini. Oui. Lui, il dit, mais comment? À quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Et je lui dis la vérité. Il est vachement déçu. Mais bon, je dis, mais c'est comme ça. On n'avait pas de contrat. Hein. On n'avait pas de contrat. Donc, non. Tu n'avais signé nulle part devant personne, quoi. Donc voilà. Voilà, je lui dis ça. Il ne prend pas très bien, évidemment. Donc, je continue la relation avec celui-là. Et c'est une relation qui était très, très... Ça, c'est une erreur. C'est franchement... D'avoir recommencé avec oui. S'il y a une relation sur laquelle où j'ai fait une erreur, c'est celle-là.
grave erreur. De réessayer. Alors, comment ça se passe? Tu arrives au pays, vous vous revoyez. C'est toi qui le contacte ou vous croisez? C'est moi qui le contacte. Pourquoi? Parce que comme je dis, on s'était séparés un peu en queue de poisson. Et j'avais l'impression qu'il fallait que je le voie pour rediscuter de certaines choses avec lui. Mais dans ma tête, dans mon esprit à moi, c'est que je suis blindée maintenant, je suis mariée, j'ai un mari à qui je reproche rien, j'ai une fille. Pour moi, je ne vois pas comment il va m'atteindre. Surtout que je me dis que je connais ses défauts. Et qu'on ne se fait pas mordre pas le même serpent 2 fois, quoi. Et pourtant, je me suis trompée. Donc, quand je l'ai vu, juste quand je l'ai vu, tout est revenu comme si on était des années avant. Des années avant. Et c'est comme ça qu'on recommence quelque chose de manière vraiment physique, quoi. Il n'y a pas de... On va dire qu'il il m'a pas persuadé, il m'a pas dragué, on a continué, quoi. Oui. C'est comme s'il y avait eu une pause et on a repris le coup. Et lui, il était toujours célibataire, moi j'étais mariée, et donc on commence cette relation. Au début, quand on commence, moi je suis en mode je maîtrise tout, comme d'habitude. Je me dis, comme avec la précédente relation, il y a vraiment une séparation entre ma vie de couple et mon autre vie. Mais au fur et à mesure, ça grignote parce qu'en fait, j'avais beaucoup de sentiments pour lui et ça grignote et ça me met dans un état d'instabilité émotionnelle énorme où je me retrouve dans des situations invivables, où je me retrouve à faire des choses pas bien du tout. Comment ça? Je me retrouve à lui envoyer de l'argent tout le temps, à sa famille, à répondre à tous les problèmes, à être exploitée, on va dire. Je me retrouve à être exploitée. Ça a duré combien de temps? Ça a bien duré 2-3 ans, ça. Même plus. Ouais, je me retrouve à être exploitée, et je ne me rends même pas compte. En fait, je suis tellement dans mon truc. Bon, j'évite d'en parler quand même. J'en parle pas à mes amis, j'en parle pas à ma famille, j'en parle à personne vraiment. Quelque part au fond de moi, je sais que ce que je fais n'est pas bien. Mais j'ai pas envie d'en parler. Le fait de vivre ça, de l'aider, de lui envoyer l'argent, tu as l'impression que ça va solidifier le lien, que ça te crée une relation de couple. Exactement. Mais je me rends compte que en fait il m'utilise. Je me rends compte qu'il m'utilise, qu'il n'a aucune intention, parce que moi c'est la seule relation vraiment qui m'a fait basculer en me disant là je peux arrêter mon mariage. Ça sert à rien. Avant je n'étais pas dans cette optique là et c'est cette relation que je me dis franchement il faut que tu regardes la réalité en face. Tu peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Et je me dis, là, dès le début, c'est cet homme-là que j'ai toujours voulu, en fait. Je me dis, dès le début, dès tes 19 ans, tu as toujours voulu de celui-là. Qu'on soit clair avec toi, c'est celui que tu veux. Moi, j'étais prête je l'avais même pratiquement fait, déjà. J'étais prête à annuler mon mariage, à me séparer. En ce moment, j'avais déjà 2 petites filles. La petite était déjà née. Et lui, j'ai compris que non, en fait, dans mon film, j'étais l'acteur, le réalisateur, producteur, le chef bandit, j'étais tout. Et comment tu t'en es rendu compte? Je me suis rendu compte lors d'un séjour au Cameroun, parce que lui vivait au Cameroun. En ce moment-là, je me suis rendu compte d'un séjour au Cameroun que la situation lui plaisait comme ça, qu'il n'y avait pas, pour lui, il n'y avait rien à ajouter, rien à retirer, rien à améliorer, que c'était bien. Comme pour lui, c'était bien. Et que le fait que dès qu'il a des petits problèmes, des trucs, machin, il sait que je suis là, je peux faire tout ce qu'il veut. Et il savait que je pouvais faire tout. Il savait que je n'avais pas de limite, en fait. Quelle est la chose la plus dingue que tu as l'impression d'avoir fait pour lui? Enfin, qui pour toi te semble irréel au vu de ta situation à l'époque de femme mariée, d'ailleurs, c'est toujours le cas, de femme mariée et de mère de famille. Quel est-ce que tu as fait aujourd'hui avec le recul? Tu te dis non, je suis allée trop loin. La situation la plus dingue que j'ai fait, c'est pour mon anniversaire, d'être partie de la France pour aller dans le pays où il était pour fêter mon anniversaire avec lui et laisser ma famille. Ouais. Et il t'a bien reçu au moins? Oui. Oui. Mais je ne le referai plus, des choses comme ça. Je ne sais même pas ce qui me prenait, en fait. Voilà. Donc, après ce séjour au Cameroun, tu décides d'arrêter? C'est pas que je décide d'arrêter, je fais une grosse dépression. Quand je me rends compte que, en fait, le film qui est tourné, je suis seule dans le film, en fait.
J'ai fait une très grosse dépression, une énorme dépression, où j'ai eu du mal à sortir de cette dépression. Elle a duré longtemps? Oui, elle a duré longtemps. Longtemps, c'est combien de temps? Elle a duré presque un an, avec des moments de rechute, mais la période la plus difficile a duré 2-3 mois. C'est le retour du Cameroun? Même au Cameroun, mon séjour au Cameroun, après le Cameroun, j'étais vraiment dans une très grosse dépression. Et même avant que j'arrive au Cameroun, j'avais déjà des signes dépressifs, mais que je n'arrivais pas à comprendre. Est-ce qu'aux auditeurs, tu peux partager ces signes dépressifs? Manque d'appétit, manque de sommeil, plus de goût à la vie, voix tout en noir, plus d'espoir. En fait, rien ne vous fait plus plaisir encore. Rien, même le sourire de votre enfant ne vous redonne pas la joie. Ne vous fait pas plaisir. C'est d'autant plus dur parce que tu peux pas partager à tes proches ce que tu as vécu. Non. Et tu peux encore moins dire à ton mari qui peut te soutenir ce pourquoi tu es en dépression. Oui. Comment tu as géré? J'ai une amie qui m'a beaucoup aidée pendant ce moment-là. Je suis partie de la maison aussi à ce moment-là, sous le conseil de ma mère qui m'a dit si tu veux partir, il faut que tu partes maintenant. Parce que j'étais vraiment pas bien en fait. Le climat à la maison était très triste. Il n'y avait pas de cris. Il n'y avait pas de cris. Parce que mon mari, lui, c'est pas quelqu'un qui crie. C'est quelqu'un de très calme. Il parle pas. Mais il avait des regards de tristesse. Il pleurait beaucoup. Il comprenait pas ce qui se passait. Moi, je ne peux pas lui expliquer. J'avais même pas de joie pour porter mes enfants. J'étais pas là, en fait. Et au boulot, ça se passait pas bien. Donc, ma mère m'a dit, éloigne-toi un moment quand même. Éloigne-toi un moment. Ne va pas très loin. Mais ne prononce pas le mot divorce. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, parce que je dis, maman, je pense que je vais divorcer là maintenant. Elle me dit, non, ne prends pas de décision comme ça, avec l'humeur que tu as. Il faut déjà que tu sois bien toi-même. Et quand je suis partie, j'ai rencontré un coach spirituel, hein, oui, qui a beaucoup... Tu es partie où je suis allée dans une ville à côté de là où on habitait en fait, à une quarantaine de kilomètres. Et donc lui, il est resté avec les enfants. Moi, je suis partie de chez moi, j'ai pris un appartement. Et pendant j'ai fait 7-8 mois, oui, je crois, oui. Et pendant mon séjour hors de la maison, j'ai rencontré un coach spirituel qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, qui m'a aidée sur le plan de confiance en moi-même. Donc cette expérience t'a permis de, entre guillemets, t'en sortir? Oui. Cette expérience qui m'a permis de sortir de ma dépression. Il m'a fait comprendre que Dieu m'aime pour rien en fait, que nous sommes aimés. C'est un prêtre, hein. On parlait d'une petite religion. Il m'a fait comprendre, au fur et à mesure, il ne me l'a pas dit en fait. C'était dans les conversations, des échanges de lecture, parce qu'on se voyait régulièrement, 2 fois par semaine. Il me faisait lire des textes, qu'ils soient bibliques ou pas bibliques, on parlait de l'actualité, on parlait de tout en fait. C'était en ce moment, on avait parlé de Corona par exemple, on parlait de ce que je faisais à l'hôpital, on parlait de mon métier, on parlait de tout. Et au fur et à mesure, il m'a fait comprendre qu'on n'est pas... Il n'y a pas de contrepartie à l'amour en fait. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on doit être aimé. L'amour ne s'achète pas. L'amour, et que le Dieu qui est notre créateur, qui a créé tout sur terre, qui n'a même pas besoin de nous en tant qu'être humain comme nous sommes. Il nous a aimés avant qu'on ne soit sur terre. Il nous a aimés pour rien. Et là, j'ai compris que si Dieu m'aime, moi aussi je devais m'aimer et que personne ne pouvait me dévaluer en fait. Que j'avais une valeur. Déjà, le fait d'être aimé de Dieu de manière inconditionnelle, j'avais une valeur et que cette valeur-là, personne ne pouvait me l'enlever. Et c'est comme ça que je suis sortie de cette relation qui était vraiment toxique. Et en me disant, voilà, je connais ma valeur. Et si cette valeur n'est pas appréciée par quelqu'un, c'est pas mon problème. Ma valeur, elle est là. C'est un fait. C'est comme on dit en mathématiques, c'est un axiome. On ne discute pas un axiome. C'est ça, c'est comme ça, c'est fait. En tant que médecin, est-ce que tu es allé voir un psychologue? Quand je suis revenue au Cameroun, je suis allée voir mon médecin généraliste pour qu'il continue parce que j'étais pas bien. Il faut qu'il continue mon arrêt maladie. Et mon médecin généraliste me dit, je lui ai dit que je voulais voir un psy. Il a refusé de me mettre sous antidépresseur.
Je le remercie, je le remercierai jamais assez. Il ne m'avait jamais donné ça. Il a refusé, il m'a dit, je ne veux même pas sous antidépresseur. Ok. Au début, ça m'a un peu choqué. Et je lui ai dit, je voulais un psychologue. Il m'a dit, mais vous n'avez pas besoin. Mais pourquoi? Il m'a dit, en fait, ce que vous avez besoin, c'est d'être entouré des gens qui vous aiment. Vous avez besoin de sentir l'amour des gens. Il y a quand même un truc qui est assez intéressant par rapport à ce que le médecin généraliste dit. L'amour des gens. Tout à l'heure, tu parlais de besoin de fusion. Il y a quand même un rapport, non, de déséquilibre, de recherche constante d'amour. Oui. Est-ce que, ça veut donc dire que finalement tu n'as pas vu de psy? Non. Mais alors, est-ce que tu as l'impression que la personne que tu as été de 0 à 19 ans avant que tu rencontres le monsieur en question, que tu as rencontré au début avant ton mariage, est-ce que tu as l'impression que tu as eu beaucoup d'amour quand tu étais petite? Est-ce que tu as l'impression que on t'a pas assez valorisé, on t'a pas dit, J'ai beaucoup d'amour de mon père. Mon père était fan de moi. C'est assez sûr. Même jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amour de mon père. Mais c'est des sociétés pudiques. C'est des sociétés où on ne dit pas mon enfant je t'aime, qu'on ne montre pas forcément son amour. Et mon père, il est très pudique, il est très calme. Mais dans la façon d'analyser, comme je le connais maintenant, je sais qu'il m'a beaucoup aimé. Me valoriser, je ne saurais dire. Comment tu expliques alors ce besoin d'amour, d'affection, de preuve d'affection, de recherche de fusion? Est-ce que toi tu t'es posé la question? Oui, je me suis posé la question. Tu as eu des débuts de réponse, tu as eu des réponses? Je me suis posé la question et pour moi la réponse, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais je pense que la réponse c'est du fait que je suis partie trop tôt de chez mes parents. Je pense que 17 ans c'est pas un âge pour partir de chez ses parents. D'aller 17 on est trop petit. D'aller à l'étranger comme ça à 17 ans, on a encore besoin d'être coucouné. Moi je pense que j'avais encore besoin d'être avec mes parents pour me guider dans la vie, pour me dire que les gens étaient méchants, que les gens pouvaient blesser. Je pense que j'ai perdu confiance en moi en ce moment-là. Parce qu'on t'a un peu lâché dans la nature. On m'a un peu lâché dans la nature, on m'a un peu lâché à moi-même et je n'étais pas prête. On m'a lâché dans la nature mais sans armes en fait. Je n'étais pas prête. Je pense que ce besoin vient de là. Je pense qu'après j'ai voulu tellement être parfaite, tellement être bien, tellement être... pour les autres, il faut que les autres puissent m'aimer, que j'ai été toujours en recherche de cet amour-là. Je suis partie quand même du Cameroun, je venais d'un milieu très protégé, comme on appelle au Cameroun des enfants de la barrière. Je ne sortais pas beaucoup de la barrière, je ne connaissais pas ce qui se passait et en donc dehors tu sors de la comme barrière. Ça et tu rencontres un Donman. C'est dur, hein. Je ne savais pas ce qui se passait entre la barrière. Pour moi, mon monde, c'était la maison et le lycée. Il y avait encore un peu des petites manifestations. De temps en temps, tu vas au cinéma, même là, tu vas en cachette parce que si le père sait que tu vas aller au cinéma, c'est la catastrophe. Il faut que tu regardes le film à la maison. Bon, je n'étais pas prête, en fait. Oui, je crois qu'on le voit beaucoup et on voit beaucoup d'enfants qui en souffrent, en fait. Que ce soit des filles ou des hommes, hein, des filles ou des jeunes garçons. C'est assez challengeant, les parents qui envoient leurs enfants tôt. Des fois même encore plus tôt, hein. Souvent c'est même à 12 ans on envoie des enfants à l'internat en France et puis les enfants doivent se construire seuls et beaucoup par ego parce que comme tu dis on est dans une société pudique où souvent la fierté prend souvent le pas. On a peur de dire qu'on a peur, on a peur de dire que ça ne va pas parce qu'on ne veut pas décevoir les parents. On ne veut pas décevoir les parents. Et c'est comme ça qu'on creuse souvent ça tombe. Donc, tu as eu uniquement 2 histoires extra-conjugales ou tu en as eu plusieurs? J'en ai plusieurs. Après l'autre, il y en a eu plusieurs où c'est pas par ordre chronologique que tu donnes et qu'il y en a eu plusieurs comme ça. Il y en a eu plusieurs après celui-là qui a quand même été qui est quand même une erreur, hein, comme je dis. Et il y en a eu d'autres, peut-être encore deux, je dirais, oui. Alors, Olivia, dans la saison 1, disait qu'elle était la personne qui mettait même l'équilibre dans le couple de la personne avec qui elle était depuis 7 ans. Est-ce que toi, tu avais l'impression que les personnes avec qui tu étais hors, entre guillemets, créaient de l'équilibre dans ton couple? Oui. Comment? Parce que, en fait, quand vous êtes dans une situation où dans votre couple, vous ne vous sentez pas bien,
vous sentez pas heureuse, il n'y a pas de passion, c'est juste plan-plan. Et si vous êtes un être exubérant, passionné comme moi, entière, vous avez besoin quelque part du feu, quoi, comme on dit. Encore des premiers regards, vous avez besoin du feu sans les contraintes. Parce que dans le mariage, il y a beaucoup de contraintes aussi. Il y a des choses qui sont... vous devez parler de tout ce qui est vos projets, comment gérer la maison au quotidien. Ça, c'est pas très sexy. Faire les courses, s'occuper des gosses, payer les impôts, tout ce qui est angoissant. Quand vous êtes avec votre amant, votre maîtresse, vous ne parlez pas de ça. Vous n'avez pas de sujet d'angoisse. C'est vous qui décidez des sujets sur lesquels vous devez parler. Vous n'êtes pas obligé. En couple, vous êtes obligé de parler de certains sujets. Des familles, de gérer les humeurs des familles, de gérer les réunions familiales, je sais pas, tout ce qui sont les contraintes quoi, d'une vie quotidienne. Quand vous êtes avec votre, j'aime pas trop le mot maîtresse, avec votre, je sais pas, votre amante, vous choisissez vos sujets et vous choisissez, et c'est votre temps en fait, quand vous êtes ensemble, vous avez un temps ensemble, en dehors du monde. En dehors du monde, dans le monde n'existe plus, vous êtes ensemble tous les deux. Ça a dû peut-être 2-3 heures, ça a dû peut-être une demi-journée, ça a dû toute une journée. Vous voyez de manière épisodique et vous voyez que pour, je vais dire, du bon temps. Voilà. Alors, est-ce que dans ton cas, c'était uniquement sexuel ou c'était tout la totale? Ah non, moi, c'était pas uniquement sexuel parce qu'il faut quand même que je puisse discuter avec la personne en face. Et dans quel contexte tu l'as rencontré? Pas au boulot. C'était déjà un principe. Parce que l'hôpital, c'est un microcosme. Hein. Avant que vous ayez même fait un bisou, tout l'hôpital est au courant. Donc, au boulot, c'était interdiction formelle. Donc, pas au boulot. Là, c'était pas au boulot. Donc, je l'ai rencontré généralement en voyage, soit dans des congrès, soit des trucs comme ça. Mais pas dans mon boulot. Pas dans mon boulot. Et pour moi, ce qui était mieux, c'est qu'il n'habite pas dans la même ville que moi. Vraiment que j'ai vraiment pas de... À part celui, le premier, qui était vraiment très proche de moi, c'est-à-dire je connaissais son épouse, je connaissais ses enfants et tout. Le reste, je ne connaissais pas leur vie. Je ne connaissais pas leur vie. Et c'était très bien comme ça m'arrangeait très bien. Je ne voulais même pas connaître leur vie. Ton mari, il a su? Il a su, oui. Tu lui as dit ou il a su, il a découvert? Ou il s'en est douté? Il a su, quand j'ai quand même au moment, quand j'ai fait ma dépression et tout, il a quand même un moment su qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est quelqu'un de mon entourage qui lui a dit un peu de manière... Et surtout avec c'est toi qui voulais ou la personne? Non, je ne voulais pas. La personne, parce qu'il insistait en fait. Il voulait comprendre ce qui se passait. Dans ma famille, évidemment, les gens savaient ce qui se passait. Donc, il faisait la pression sur les membres de ma famille pour savoir ce qui se passait. Et une personne a lâché le morceau. Et quelle a été sa réaction? Évidemment, il était blessé, il était meurtri, il était blessé, il ne comprenait pas. Sur le coup, il ne m'a pas dit. Donc, je l'ai su des mois après. Il m'a fait part de sa souffrance, en fait. Qui ne comprenait pas pourquoi. Et je lui ai dit que ça ne se répéterait plus. Je suis désolée et que c'était un moment de faiblesse. Je l'ai un peu endormi comme ça, on va dire. Et donc, lui, comment il était? Parce qu'en fait, on a naturellement, parce que c'est toi que j'ai interviewé, mais comment lui, il était par rapport à votre couple? Parce qu'à un moment, quand tu es avec quelqu'un, tu connais la personne avec qui tu es. Donc, automatiquement, il devait voir certainement tes moments de silence, tes absences de regard. Il devait le ressentir. Est-ce que vous en avez parlé à un moment ou pas du tout? Il avait une façon de dire. Il y avait des moments où il me disait tu es ici, mais tu n'es pas là. Ton corps est ici, mais ton esprit n'est pas là. Mais je ne sais pas où tu es, mais tu n'es pas là. Et je disais non, tu racontes n'importe quoi, je suis là. On n'en discutait pas parce que je refusais. Moi, personnellement, je refusais la discussion. Je fuyais en fait la discussion. Je refusais d'en parler parce que c'était trop de souffrance. C'est trop de souffrance de pouvoir mettre... C'est facile d'être dans l'actif, juste en train de suivre un protocole, mais ne pas se poser. Se poser et mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on vit, ça c'est très, très... Ça veut dire qu'on est prêt à se regarder en face et accepter ce qui va et ce qui ne va pas. Il faut être prêt pour ça. Moi, je n'étais pas prête pour ça. Moi, j'étais dans la fuite en fait. J'étais dans la fuite. Je voulais tellement que les choses se passent comme la société veut. C'était un point de vue que je n'étais pas prête à regarder ce qui n'allait pas. Je ne sais pas si je suis claire. Je voulais pas en fait, je voulais pas. Il y a des moments, il m'a dit oui, tu penses pas. Il m'a même proposé de faire une thérapie de couple. Je lui ai dit non.
Bon, moi, je ne vais pas aller raconter ma vie à quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon background culturel, qui ne connaît pas ma vie. Je ne vais pas aller me mettre à raconter ma vie comme ça à n'importe qui. J'ai refusé. Donc, j'ai refusé, je ne lui ai même pas donné une once d'espoir de le faire. Mais je pense que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête à me screener. Je n'étais pas prête à me regarder. Tu as été prête à un moment? Ou est-ce que tu es prête? En tout cas, là, tu en parles un peu. Même Oui, si c'est... Oui, j'étais prête à un moment. Mais j'étais prête à un moment où je ne voulais plus notre vie de couple, en fait. Donc, tu étais prête à te screener dès lors que tu as décidé que tu ne voulais plus... Voilà, c'est ça. Être avec lui. Oui. Et c'est venu de quand? Enfin, d'aujourd'hui, où on est aujourd'hui, en 2020, ça s'est présenté C'est quand? venu il y a 1 an et demi, à peu près. Il y a eu un déclic? Il y a eu un déclic. Entre-temps, on continue notre vie comme ça. Lui, il voyage beaucoup pour son travail. Il est pratiquement jamais là. Il voyage 50%, il est à l'étranger, tout le temps dans les avions. Moi, ça m'arrange bien, hein, je n'ai pas de problème. Comme je vous ai dit, il ne me manquait pas. Plus que ça, moi, je continue ma vie, je travaille, mes filles grandissent. Et il a une opportunité de boulot pour être expatrié au Moyen-Orient. Et je dis cool, fonce, vas-y. Je le motive, je l'appuie. Il me dit, mais tu sais que je n'irai pas en expatriation si tu ne viens pas avec les enfants. Je dis oui, je sais, mais maintenant c'est ton temps. C'est ton temps, tu as aussi besoin, tu n'as pas encore 40 ans. Ce sera une bonne opportunité de boulot pour toi. Tu pourras rebondir après pour avoir plus de responsabilités dans ton domaine. Une carrière en expatriation, surtout au Moyen-Orient, c'est cool. Donc lui, il s'avance. Moi, je viens avec les enfants plus tard. Sauf que quand j'arrive là-bas, je déchante complètement. Et je me retrouve dans un environnement... Je ne maîtrise pas les codes. Je deviens une femme d'expatriée, alors qu'ici, moi-même, je n'étais pas femme d'eux ou mère d'eux. Là, je me retrouve dans la communauté française où je suis femme d'expatriée, où la plupart des femmes sont femmes d'expatriées depuis des années. Et ils ont déjà une certaine façon de penser, une certaine façon de faire. J'ai du mal à m'intégrer dans cette communauté-là. Je ne peux pas travailler. Parce que c'est très compliqué pour travailler. Il faut faire des concours, des examens, des entretiens. Et je lui dis, mais moi, j'ai dépassé l'âge de ça. Quoi. Mais je veux plus. C'est bon, quoi. Je veux pas faire ça. Entre-temps, ce qui est bien, c'est que je perfectionne mon anglais. Je prends du temps pour mes enfants, ce que je ne faisais pas ici. En quelque sorte, je dis, mais au foyer. Ce qui m'arrange absolument pas. Je n'ai jamais prévu ça dans ma vie. J'ai du respect pour les mères au foyer, hein, il n'y a pas de souci. Je respecte des femmes qui décident d'être mères au foyer, c'est leur choix. Mais moi, c'est un choix qui, on m'a dit, situationnel, un peu imposé. Dans ma tête, quand il me décrivait les choses avant que j'arrive, il me dit, t'inquiète pas. Il est d'un naturel très optimiste. Tu trouveras du boulot, t'inquiète pas. Un diplôme français, mais qui peut refuser un médecin français? Non, mais c'est pas possible, t'inquiète pas. Alors, je déchante. Et dans cette situation-là, où j'ai pas de copine, moi qui faisais énormément de sport, une journée de 24 heures, c'était jamais suffisant pour moi. Jamais. J'avais trop de trucs à faire. Je connaissais même pas Netflix, je regardais jamais de télé parce que j'étais toujours affairée. J'arrive là-bas, je m'abonne sur Netflix parce que il faut bien que j'occupe mon temps. Au début, c'était cool. J'étais en vacances pendant 1 mois. Je lis tous les bouquins que j'avais en retard. Je regarde les séries que je connaissais pas. Donc, je suis plutôt en mode, je suis en vacances, quoi. En plus, on avait une plage privée de la résidence, une piscine privée de la résidence. Donc, moi, je me dis, cool, le rêve, quoi. Et ça a duré 1 mois. Et pendant tout ce temps, moi qui étais toujours en fuite, en fait, comme je dis tout à l'heure, je fuyais toujours. Là, je pouvais plus fuir. Qu'est-ce que je devais fuir? J'étais coincée. J'étais obligée de me regarder moi-même. Je me suis retrouvée dans une situation où il n'y avait plus de moyen de fuir. Il n'y avait pas de boulot, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de boulot. Il n'y avait pas de routine précise. Là, tu étais face à toi-même. J'étais face à moi-même. J'avais plus de boulot, j'avais plus de copines sur place. Je ne connaissais pas les endroits pour faire des sorties. J'étais vraiment dans un environnement que je ne maîtrisais pas. Je ne pouvais pas sortir comme ça. Non. Je me retrouve, les enfants vont à l'école le matin, ils reviennent seulement le soir. Lui, il part au boulot le matin, il revient le soir. Donc, je me retrouve dans un environnement complètement étranger. Je me retrouve face à moi-même. Pour une fois depuis des années, je ne m'étais jamais retrouvée face à moi-même. Là, je me retrouve face à moi-même. Là, je commence à examiner ma vie. Et en examinant ma vie, je me dis non,
Ça peut plus continuer comme ça. Ça peut plus continuer comme ça. Je peux pas continuer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Et il faut aussi avouer que plus 40 ans approchaient, puis je me disais, je vais pas me retrouver à 40 ans. Ouais, surtout que 40 ans est jeune. Et sans assumer certaines choses, en fait. Et c'est en fur et à mesure ce travail-là que j'ai fait sur plusieurs choses. Hein. Ça n'a pas seulement été ma vie de couple, c'était ma vie moi-même, c'était ma vie spirituelle, c'était ma vie personnelle. J'ai coupé le pont avec beaucoup de gens qui étaient pour moi des gens toxiques. Des gens qui n'étaient pas des amis qui n'étaient pas des vrais amis. En fait, on m'a dit que j'ai fait le grand ménage. J'ai fait le grand ménage. Un big shop. Même dans ma famille, je dis des choses aux gens que je n'avais pas dit. Durant ce voyage-là, il y a eu vraiment... Oui, ça a duré 1 an et demi. Parce que tu as vécu 1 an et demi là-bas? Oui, mais entre-temps, j'ai commencé à faire des allers-retours. Je venais travailler en France. Je rentrais, je faisais travailler pour quelques semaines. Je rentrais, je vivais là-bas. Quand je vivais là-bas, je ne travaillais pas. Donc, j'ai vécu là-bas 1 an et demi, en fait. Ah, bah c'est bien. De quoi... en tout cas garder une sorte d'équilibre. Et je pense que pour ton mari, c'était peut-être le plus simple et le plus idéal pour maintenir votre couple, en fait. De quoi? De te laisser partir à Paris, en France. Oui, parce que comme je ne travaillais pas sur place, c'était compliqué pour moi. J'étais vraiment... j'arrivais pas. Il fallait que je travaille. Il fallait absolument que je travaille. Et donc après ces allers-retours, tu décides qu'il est temps d'arrêter? Oui, il est temps d'arrêter la comédie. C'est ce que tu as dit? C'est ce que je me suis dit à moi-même. Ok. Et qu'est-ce que tu as dit à ton mari? Pas le traditionnel, il faut que je te parle. Non. C'est dur ça. Non. Il faut que je te parle. Ça te met dans un truc. On m'a dit que la révélation est vraiment venue le jour de mes 38 ans. Je me suis retrouvée le matin de mes 38 ans en me disant mais tu vas pas continuer comme ça. Tu peux pas continuer à faire semblant que tout va bien, que tu es heureuse, que ta vie est magnifique, que tu arrêtes de te mentir à toi-même. Et donc, quelques mois après, je lui ai dit. Je lui ai dit que voilà, c'est... Là-bas ou à distance? Là-bas. Je lui ai dit là-bas. Qu'il faut que... Je lui ai dit, mais écoute, regarde la réalité. Regarde la réalité en face. Moi, je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse dans notre couple. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je change? Je lui ai dit, mais tu peux pas te changer. Tu es toi. Moi, je suis moi. Je pense qu'on n'a pas les mêmes attentes dans le mariage. Lui, il est d'une famille plutôt très conventionnelle. Lui, c'est... Je vais au boulot, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Il y a ma famille. Et je travaille. Et je fais ce qu'il a fait pour qu'il ne manque de rien. En fait, quand j'écoute ces deux personnes qui sont bien, qui n'envoient juste pas le même parcours de vie. Enfin, je sais que des fois, on dit qu'il est important de regarder comment l'autre vit, son cercle familial, et de voir si vos éducations match. Est-ce que vous avez fait ce travail ou est-ce que tu l'as compris quand tu étais déjà mariée? J'ai compris quand j'étais déjà mariée. On n'a pas fait ce travail. Comme tu dis. On était trop jeunes. On n'a pas fait ce travail. On n'a pas eu le temps de regarder si on pouvait vivre ensemble longtemps. Même aujourd'hui, on se voit. On est dans la même pièce. On peut même dormir dans la même chambre. Mais on se dit... En fait, c'est... Quand je dis aux gens qu'on est séparés et qu'on est en voie de divorce, ils ne comprennent pas. Parce qu'on ne s'engueule pas. On ne crie pas, on se parle normalement, on s'appelle... Par exemple, ce matin, il a acheté des vélos pour les enfants. Il m'a demandé mon avis. Est-ce que tu penses que je dois aller à Decathlon, je dois aller ici? Tu penses que quel type de vélo? Est-ce que les filles ont des casques, machin? En fait, on se parle quoi. Vos enfants, elles sont en bas âge? Ma fille aînée est ado et ma deuxième, elle a 9 ans. Oui, donc vous en avez déjà parlé à vos enfants? Oui. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Bon, elles ont accueilli, le premier jour, elles ont accueilli la nouvelle, mais avec beaucoup de tristesse. Elles sont très très proches de leur père. Ma fille aînée était très contente jusqu'à présent d'être l'une des rares dans sa classe à avoir les 2 parents qui sont encore ensemble et qui n'ont pas divorcé. Elle en faisait de ça un sujet de fierté. Et c'était très dur pour elle de se rendre compte qu'en fait ses parents étaient comme beaucoup d'autres êtres humains. Comme beaucoup d'autres êtres humains. Et la petite, elle était beaucoup perturbée pendant tout, parce que nous les parents, nous sommes quand même assez lâches. Pendant plusieurs mois, avant, quand on savait exactement qu'on allait se séparer, qu'on allait divorcer, et que
c'était inéluctable, on ne voulait pas le dire aux enfants. Donc toute la famille, nos 2 familles étaient au courant, nos amis étaient au courant, sauf nos enfants. Je pense que ma fille, ma deuxième, elle le ressentait. Elle était insupportable. Elle faisait bêtise sur bêtise. Elle était insupportable. Elle était infernale. Jusqu'à ce que moi, puisque moi j'ai récupéré les enfants. Hein. Les enfants sont maintenant en France avec moi. Lui, il est resté au Moyen-Orient. Moi, j'ai récupéré les enfants en juin. Il est resté au Moyen-Orient. Donc, jusqu'à ce que je lui dise, c'est insupportable. Je ne peux pas gérer cet enfant comme ça. Seul quoi, j'en peux plus. Chaque fois que je rentre du boulot, je vous fais un truc incroyable. Je dis il faut qu'on le dise. Je dis je sens qu'elle sent la petite parce qu'elle nous a fait des signaux plusieurs fois pour nous dire je sens qu'entre vous deux là il y a un truc qui est un peu louche. Et bon là a dit bon c'était pas le moyen n'était pas très catholique parce qu'il était à l'étranger donc on a fait un WhatsApp vidéo et voilà, on l'a dit comme ça, elles ont pleuré, elles n'étaient pas contentes. Et quelques temps après, la grande est venue, peut-être 2-3 semaines après, la grande m'a dit maman, de toute façon, si vous n'êtes plus amoureux, on ne peut pas vous forcer. Si vous n'êtes pas amoureux, on ne force pas 2 personnes à être amoureuses. Si vous n'êtes plus amoureux, on comprend que vous vous séparez. Et la petite, 1 semaine après, m'a dit de toute façon, ce que moi je veux, c'est que papa vienne s'installer à côté de nous. Et qui trouve un travail en France, qui vient s'installer à côté de nous. Moi, je fais 1 semaine chez lui, 1 semaine chez toi. Je m'en fiche de ce que ma soeur pense, mais c'est ce que moi j'ai décidé. Et donc, depuis, les filles sont au courant, ça se passe plutôt... On leur a expliqué qu'on restait leurs parents, qu'on sera toujours leurs parents tous les deux, et que les décisions qu'on prendra pour elles, on en discutera toujours ensemble. Qu'elles ne vont pas croire que c'est parce qu'on est séparés qu'elles pourraient aller grappiller un peu plus de papa, un peu plus chez maman. On dit non, on restera toujours vos parents. Et on leur a promis qu'on ne s'embêtera pas. Ma petite, souvent, quand elle parle à son père, au téléphone, elle vient me le passer, elle me dit « Ah oui, mais c'est plus parce que vous n'êtes plus amoureux que tu ne dois pas lui dire bonjour, quoi. Vous êtes quand même toujours des amis. » Je dis oui, on est tous des amis. Elle dit mais oui, mais dis-lui bonjour, dis bonjour à papa. Et comment il va? Tu penses qu'il espère encore que ça reparte? À un moment, il espérait, mais non, maintenant, je pense que non. Au début, encore, il espérait. Combien de temps? Ça fait combien de temps que c'est acté? De manière définitive, ça fait depuis juillet-août. Depuis juillet-août, on sait. Ouais. Avant ça, il était encore... Je pense que au début de l'année 2020, il espérait encore que ça s'arrange, qu'on fasse des arrangements. C'est très compliqué pour lui. Moi, je suis... C'est compliqué pour lui parce que c'est son chemin de vie qui a été brisé. Je le sais. Je sais que c'était compliqué pour lui. Pour lui, on ne se marie pas pour divorcer. Dans sa famille, c'est comme ça. Une parole donnée, c'est une parole donnée. C'est très important. Oui, comment vos 2 familles ont accueilli la nouvelle? Je ne sais pas pour ses parents, parce que ses parents se comportent avec moi comme si rien n'était. Ils se comportent avec moi comme avant. Mon père, jusqu'à présent, est dans le déni. Ma mère l'a accepté finalement. Elle s'est dit, si c'est comme ça que tu seras heureuse, j'accepte. Mais bon, elle est quand même triste parce qu'elle l'aime beaucoup. Elle me dit, je n'arrive pas à imaginer qu'il ne viendra plus au Cameroun, ne viendra plus me voir. Mon père est dans le déni encore. Pourquoi dans le déni? De ne pas assumer que sa fille divorce? Oui. Sa fille parfaite. C'est ça, il est dans le déni. Il n'aime pas en parler. Et qu'est-ce que ça te fait? Rien. Parce que c'est ton choix. C'est mon choix, ça me fait rien. Il m'a appelé il y a quelques temps, il voulait en parler. Moi, je lui ai dit, papa, c'est trop tard. Il voulait en parler, pas de mon divorce. Hein. Il voulait me demander, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux en parler à ton papa. Tu sais que ton papa sera toujours là pour donner des bons conseils. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu dis, mais papa, tu viens un peu après la guerre, quoi. On n'est plus là. Ça, c'est passé. Maintenant, on est en train de discuter sur plutôt les modalités du divorce. On n'est plus... Il est pas. Et ma mère, je parle beaucoup. Je communique beaucoup avec ma mère, jusqu'avec lui. Et ma mère m'a dit, c'est quelque chose qu'il a du mal, même avec elle, il n'en parle pas. Il a du mal à en parler. Il a du mal à en parler. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille de 22 ans qui a croisé à l'église, au culte, ce jeune homme? Je lui dirais, prends ton temps. Il peut être ton ami. Il peut être un très bon ami pour la vie. Pas peut-être un mari, mais un très bon ami sur qui tu peux compter. C'est pas parce qu'un homme, il t'apporte la stabilité, la sécurité, que ça sera forcément
un homme qui t'apportera le bonheur dans le mariage. Moi, je pense qu'on aurait pu être des très bons amis. Si maintenant, c'est mon vœu qu'on soit des bons amis. Je n'ai aucun regret de ce qui s'est passé, c'est ma vie. Même de toute façon, même si j'avais des regrets, ça ne changerait rien. C'est ça. Je n'ai pas de regrets. J'ai 2 magnifiques filles. C'est un très bon père. Il s'occupe bien de ses enfants. Je n'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose dans ma vie, mais j'ai juste... Et je pense qu'il ne faut pas se mettre seulement avec un homme parce que... pour ce qu'il nous apporte. Il faut aussi se mettre avec quelqu'un pour ce qu'on peut construire ensemble sur la durée. Et il faut beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Énormément d'amour. Avant de terminer ceci, maman m'avait dit, j'ai 3 dernières questions. La première des 3 dernières questions, c'est de savoir, durant cette période, est-ce que votre sexualité a eu un impact au sein du couple? Ou pas du tout, tu arrivais à, entre guillemets, jouer ton rôle de partenaire en ayant une vie sexuelle normale avec ton mari? Évidemment que ça joue un rôle. Quand on a eu beaucoup de méconnaissances l'un de l'autre. On s'est rendu compte qu'au bout de 17 ans après, 15 ans de mariage, on se méconnaissait. Lui, tout comme moi. Et je ne sais pas si c'est pas pudeur ou pas. On avait vraiment un problème de communication et de méconnaissance l'un de l'autre. Et évidemment, la sexualité en a pâti beaucoup. Est-ce que tu penses que lorsque, dans un couple, parlant sexuellement, on a des incompréhensions, il est important de le dire dès le début? Oui. Je pense que quand on est en train de construire un couple dès le début, il ne doit y avoir aucun sujet tabou. Tout doit être dit. C'est l'une des choses que j'ai aussi apprises de ma vie, en fait. Il ne faut pas dire « ouais, je vais supporter »,« ouais, c'est pas important ». Dès que vous avez un questionnement, dès qu'il y a un petit truc qui dérange, dès qu'il y a un truc qui titille, même un tout petit peu, ça veut dire déjà qu'il y a un problème, un petit mal. Il y a un petit mal. Il ne faut pas le négliger. Parce que, je prends un exemple, vous pouvez avoir un petit caillou dans la chaussure. Il va un peu vous titiller. Mais imaginez, vous avez marché 50 km avec ce petit caillou. 100 mètres, on peut le supporter. Mais 10 km déjà... On ressent déjà... Oui, on boite déjà. On a déjà peut-être une petite blessure. Et c'est exactement ça. Il ne faut pas laisser, parce qu'un mariage, c'est quelque chose qu'on construit sur du long temps. Donc si on veut construire un truc sur du long temps et qu'on veut réussir, en fait, ce projet-là, il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Et nous, c'est ça qui nous a beaucoup. Je pense qu'on a manqué de communication. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on ne parlait pas. Des sujets parce qu'on avait peur de choquer, on avait peur de blesser, on avait peur de plein de choses, en fait. On avait des petites peurs en se disant ça va aller, c'est pas très important, ça va aller. Au fur et à mesure, ça vous éloigne. Ça vous rattrape et ça vous éloigne, en fait. Vous vous rendez compte qu'au bout de 10 ans, vous êtes avec quelqu'un, mais vous êtes comme des colocataires. Vous êtes comme des colocataires, chacun a évolué d'une manière différente parce que vous ne communiquez pas. Et parce que vous n'avez pas pris l'habitude de communiquer dès le départ sur tous les sujets. Il n'y a aucun sujet dans un couple sur lequel on ne devrait pas parler. Même les sujets, ce qu'on pense plus banal. Il n'y a pas de... C'est comme moi je dis souvent à mes internes, il n'y a pas de question bête. Si on se pose déjà la question, c'est qu'elle a lieu de se poser. Et c'est la même chose dans un couple. Il n'y a pas de sujet. Même, je dis même le truc plus banal. Si le gars a l'impression de poser sa tête comme ça te dérange, tu dois lui expliquer pourquoi vous devez essayer de comprendre pourquoi quand il met comme ça te dérange. Parce qu'au fur et à mesure, ça va te titiller. Il ne faut pas dire « oh non, on va faire comme ça, je vais supporter ». Le mariage n'est pas fait pour supporter. On ne peut pas supporter un truc toute sa vie. Après, ça crée des incompréhensions, ça crée... Les gens ne se sentent pas à leur place, ils sont malheureux. Ils ne peuvent même pas vous dire pourquoi exactement, mais parce que c'est construit sur un manque de communication. Je pense que nous, on en a beaucoup souffert de ça, oui. On ne se parlait pas. Et quand on a commencé à dire, ok, on va se séparer, et il m'a dit des trucs, j'ai dit, mais non, mais je ne suis pas comme ça. Sur la sexualité, par exemple. Il dit, ouais, mais je pensais que tu n'aimais pas faire l'amour. Vous imaginez votre mari. Je suis tombée des nues. Je suis tombée des nues ce jour-là. Je suis tombée des nues littéralement. Donc il faut parler. Il faut parler de tout. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses sans détour. Il ne faut pas utiliser des termes autour, tout ça. On est avec la personne avec qui on va vivre toute sa vie. Donc mieux qu'il sache. Mieux si tu vois que c'est comme ça, tu dis que
Pour moi, je vois que c'est comme ça. Si ça le choque, c'est pas grave. Il va descendre de son shocking là. Il va tout revenir sur terre. Moi, je pense que ça a été on n'a pas mis les mots sur les vraies choses. Beaucoup de filles, beaucoup de femmes rêvent de mariage, coûte que coûte. Elles courent. On court. Je suis une femme aussi. On court. Et des fois, c'est celle qui sont mariées qui dit que ma petite ou vieille mère, faut te calmer. Calme-toi. Qu'est-ce que tu nous dis à celles qui ne sont pas encore mariées déjà? Et ensuite, qu'est-ce que tu dis à celles qui ont été dans ta position, qui doutent, qui réfléchissent, mais qui ont le poids de la société sur elles, qui les empêche de sauter, ou soit de se séparer, soit de peut-être nourrir leur couple, parce que la séparation n'est peut-être pas toujours une réponse. Pour celles qui sont... J'ai ma petite soeur d'ailleurs qui va bientôt se marier, qui court longtemps derrière le mariage. Pour celles qui sont en train de courir derrière le mariage, qui pensent que c'est... Le mariage nous donne... Il faut d'abord être heureux soi-même. Ne pensez pas que c'est dans un mariage que vous allez être heureuse si vous n'êtes pas déjà heureuse toute seule. Il faut d'abord s'aimer et être heureux avec nous-mêmes. Et c'est comme ça que vous pouvez être heureux avec quelqu'un d'autre. Et le mariage n'est pas la réponse à tous les maux. C'est pas la réponse à tous les problèmes. Et moi, je pense aussi que notre société africaine nous culpabilise beaucoup qu'à partir de certain âge qu'on n'est pas marié. Et on se retrouve à faire des choix qui ne sont pas les bons. Quand on veut lier sa vie à quelqu'un, il faut prendre son temps, mieux connaître la personne, connaître sa famille, connaître ses aspirations, qu'est-ce qu'il attend d'un mariage, qu'est-ce que la vie de famille veut dire pour lui. Il faut vraiment construire chaque étape par étape. Comme ça, le jour qu'on s'engage, on sait exactement dans quoi on s'engage pour ne pas avoir des désillusions. Ce n'est pas, il se mariait et vécu heureux et eu beaucoup d'enfants, je sais pas quoi. C'est pas un conte de fées. Quand je vais à des cérémonies de mariage, j'entends les maris qui font un discours. Enfin, le beau jour est arrivé. Je dis, mais c'est pas enfin. Là, vous êtes en train de commencer l'écriture d'un livre. Vous n'êtes pas en train de terminer. C'est pas un point final. Là, vous entrez même dans la vraie problématique. Il faut être sûr que ce jour, on entre dans cette problématique-là. On est prêt, on est préparé, qu'on se connaît déjà soi-même et qu'on sait ce qu'on attend et qu'on connaît l'autre. Et il faut beaucoup d'amour. Je dirais toujours ça. Oui, c'est vrai, c'est ce que tu dis beaucoup. Il faut beaucoup d'amour parce que vivre avec quelqu'un pendant longtemps, il faut vraiment beaucoup d'amour. Il faut vraiment beaucoup d'aimer. Il faut avoir... La réserve en amour doit être illimitée. Et il faut nourrir cet amour-là. L'amour est comme un feu. Il faut mettre tout le temps, il faut le garder, il faut l'entretenir, il faut l'alimenter. Et voilà. Et pour celles qui sont dans les situations où elles sont malheureuses dans les couples, pour quelque raison que ce soit, s'il y a encore de l'amour, il faut qu'elles se battent. Il y a plein de moyens de le faire. Il y a des prêtres, ceux qui sont croyants, des hommes d'église, des imams, en fonction des aspirations de chacun. Il y a des gens dans la famille qui sont plus ou moins ouverts, à qui vous pouvez demander conseil. Mais il faut le faire à deux. Ce travail doit être fait à deux et doit être fait aussi seul. On doit pas travailler sur soi-même, seul d'abord, et travailler à deux. Et les thérapies. Et moi, j'encourage tous ceux qui ont, ou tous ceux qui ont des problèmes de couple, de ne pas baisser les bras. Si vous êtes encore amoureux, vous avez encore la foi en votre couple, n'abandonnez absolument pas. Il n'y a rien de plus beau que de voir des gens qui traversent des obstacles, qui s'aiment et qui font le 30 ans de mariage. Ça, c'était le plus dur pour moi, de me dire je ne connaîtrais pas les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans de mariage, je ne connaîtrais pas. Et pour celles qui non plus, qui sont malheureuses, qui ne se disent voilà, je reste que par convention sociale. Sachez que la vie c'est un tout. La vie c'est un tout. C'est pas la société là qui doit vous diriger. Il faut se recentrer sur soi-même. Qu'est-ce que moi je veux? Comment est-ce que je vois ma vie? Qu'est-ce que j'attends de ma vie? Comme on dit au Cameroun, c'est chacun qui sent son corps. Si ton corps, tu ne sens pas ton corps dans l'histoire là, laisse. C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir supporter ce que tu es là. Faut pas faire les choses pour faire plaisir à. Même pas aux enfants, même pas aux parents, même pas à qui. La vie c'est un tout vraiment. Il faut vraiment se recentrer sur moi. Il faut se libérer des conventions, se libérer de la société, se libérer des dictates. Pour moi, ça n'a pas été facile, mais j'avoue que depuis que j'ai décidé de me libérer de tout ça, des dictats de la famille, des liens de la famille parfaite, beaucoup de gens étaient même très surpris. Je dors maintenant tranquille, je dors, je bave, je fais les rêves, je suis tranquille.
Je suis tranquille, franchement, parce que je sais que je suis en harmonie avec toi-même. Avec moi-même, avec ce que je ressens et avec ce que je fais. Mon intérieur et mon extérieur sont en harmonie. Alors, à l'aube de tes 40 ans, qu'est-ce que tu te souhaites? Ça sera ma dernière question. Ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de bonheur. Tu aimerais rencontrer quelqu'un d'autre par la suite, refaire ta vie? J'ai déjà rencontré quelqu'un. Bon, je pensais que c'était la dernière question de ce moment. Si j'avais su qu'il y avait quelqu'un... Ah, tu as rencontré quelqu'un d'autre déjà? Oui. Waouh. Oui. Et ça se passe bien? Très bien. Il est célibataire? La vie n'est pas simple. Hein. Aïe, la vie pour être simple, on ne veut pas être ici pour raconter des histoires. Donc, tu es donc amoureuse? Oui, je suis amoureuse. De qui? Enfin, si tu peux en parler aux auditeurs, hein, bien entendu. Je suis amoureuse de 2 personnes. L'une des raisons aussi, pendant mon mariage qui était compliqué, c'est que je me suis rendu compte pendant les premières années de mon mariage que j'avais une attirance pour les femmes. Et déjà pour moi c'était compliqué d'assumer ça. Venant d'une famille chrétienne protestante du Cameroun, grandi, biberonné au lait de l'EEC, l'église évangélique du Cameroun. Je ne pouvais pas assumer ça, c'était compliqué. Donc, mais comment tu as découvert ça? Des rêves érotiques, des regards dans la rue. Je me suis retrouvée à apprécier des formes des femmes, à avoir des envies de relations avec des femmes, à rechercher le contact physique, vraiment des choses comme avec un homme, quoi. Mais ça, j'aimais toujours les hommes, hein, on contient. Donc tu es bisexuelle? Je ne dirais pas ça. Je ne sais pas. Je refuse qu'on me mette dans une case. Bon, il y a beaucoup de personnes qui refusent cette case. Je refuse. Au départ, je me disais bisexuelle, mais je refuse parce que au fur et à mesure, quand je me suis retrouvée en face de moi-même, que j'ai fait ton introspection, je me suis rendu compte que c'est pas seulement le côté sexuel qui est important pour moi. Il faut vraiment qu'il y ait une réelle complicité. Il faut vraiment que je sois dans une relation de complicité, d'amitié, c'est important pour moi. Je ne veux pas juste sexe pour le sexe, quoi. Il faut que je tombe amoureuse de la personnalité de la personne. C'est parce que c'est une femme lambda et des femmes, je les vois, elles me disent rien, quoi. Donc, il y a des femmes, oui, par contre, là, je les aime. Non. Il faut que je tombe vraiment amoureuse de leur personnalité. Comme je tomberai amoureuse de la personnalité d'un homme, pareil. Donc là, tu es amoureuse d'une femme et d'un homme? Oui. Ah, waouh. Oui, vraiment, oui. Je suis amoureuse d'une femme et d'un homme. Et ils le savent tous les deux. J'ai pas menti. Et les deux sont camerounais? Oui. Incroyable. Oui. Et ils le savent. Bon, les deux sont au courant. Je suis tout à fait... C'est quelque chose que j'assume complètement. C'est ma sexualité, je l'assume. Comme j'ai décidé d'assumer plein de choses, ça je l'assume. Je n'ai pas de problème avec ça. Bon, je ne l'ai pas dit à mes parents parce que là, je pense qu'eux, ils ne comprendront jamais. Mais moi, je l'assume. C'est quelque chose avec lequel je suis complètement en paix. Et dans mes deux amoureux, je les aime vraiment tous les deux très fort. Et la femme, elle est en couple? Non. Ah, donc elle est célibataire, donc elle pourrait être pleinement... Oui. Mais elle se considère aussi comme quelqu'un qui... C'est sa première relation... Avec une femme? Oui. Incroyable. Enfin, toi aussi? Non. D'accord. Donc c'est toi qui l'as dragué? Oui. Ça s'est pas passé comme ça, en fait. On s'est connus, après on est devenus des amis, et puis c'est arrivé comme ça naturellement. Et elle avait jamais eu d'attirance? Pour une femme? Oui. Pas vraiment, non. Donc c'est possible? Enfin, pardon, désolée, Ah oui, donc c'est possible en fait de pas... En fait, elle est tombée amoureuse de ma personnalité, de moi. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle ne pense pas qu'elle aimera une autre femme à part moi. En tout cas, comme on a dit, on ne peut que te souhaiter le bonheur. Parce que, oui, ça c'est encore... Je suis très heureuse en ce moment, je suis vraiment... Ces deux relations épanouies. Oui, ça m'épanouit, je me sens bien avec les deux. Je partage pas les mêmes choses, mais elle, c'est... Je peux dire comment... Je peux pas passer une journée sans lui parler au moins 1 heure. C'est vraiment... On a une relation très très forte. Elle m'a beaucoup encouragée à venir te parler aujourd'hui.
Ah bon? Parce qu'à un moment, je ne voulais pas, j'avais un peu... on m'a dit comment j'avais le stress. Elle m'a dit, mais vas-y chérie, t'as une vie merveilleuse, on raconte, t'as traversé beaucoup de choses. Jusqu'à ce que j'arrive là, avant qu'on se rencontre, j'étais au téléphone avec elle. Elle est très très présente dans ma vie. Et je l'aime beaucoup. Et mon chéri, c'est pareil. Mon chéri, c'est l'homme de ma vie. Chers auditeurs, j'ai naturellement envie de poser beaucoup de questions et je suis persuadée que vous en avez plein. Je nous invite en tout cas à clôturer cet épisode et à revenir peut-être dans une saison prochaine pour avoir la suite de cet épisode. On te souhaite en tout cas d'être heureuse, on te souhaite le bonheur. Merci. Je te le souhaite, les auditeurs aussi je pense. Et que cette nouvelle histoire soit remplie de bonheur, de joie. On espère qu'on aura une invitation s'il y a un grand événement. Il y a un heureux événement. On va faire un petit concours. Vous vous souvenez de l'histoire de Chantal? Elle nous invite à son mariage. Je sais pas. Je l'espère aussi. Mais en tout cas, c'est bien de prendre la vie comme elle vient. Et puis d'être heureuse. Et puis je pense que tu vis, tu es dans le toi, tu vis ta vraie histoire. Et c'est une grâce de pouvoir décider, de pouvoir choisir. C'est pas donné à tout le monde. Ça demande beaucoup de courage et il en a fallu beaucoup pour maintenant vivre l'histoire là et j'espère qu'elle sera belle et on t'envoie beaucoup de bonnes vibes, beaucoup d'amour et de belles énergies. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Qu'est-ce que je m'aurais dit? Je m'aurais dit que, juste aux auditeurs, que vivez le moment présent. Ne vous laissez pas angoisser, ni stresser par le futur. Ne vivez pas selon les conventions et les dictates. Libérez-vous. Écoutez votre moi intérieur. Il vous parle toujours. Il vous dicte toujours vers le bon chemin. Je sais que c'est compliqué de faire abstraction de ce qu'on attend de nous. Mais voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup Chantal. Alors chers auditeurs, nous voilà à la fin du 2e épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie donc de Chantal. J'espère que ces mots, son histoire, ses sourires, on a beaucoup ri, et ses doutes, les réponses aussi à ces questions, vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire sur Twitter en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci Chantal. Merci Diane-Audrey. Ciao. Ciao.